Attends. C'est fou. Ok, bah, je suis vraiment très ravi de présider cette thèse, d'autant plus que le sujet m'intéresse beaucoup, parce que ça touche non seulement à ce qu'on appelle maintenant de plus en plus la recherche responsable et innovante, et aussi sur les jumeaux numériques qui sont vraiment d'actualité. Bon, je vais pas écorcher le titre de la thèse, hein, donc optimisation d'utilisation des énergies renouvelables, un jumeau numérique pour les microgrids qui sera présenté par Monsieur Rio. Alors, dans le jury aujourd'hui, bon, je sais pas l'ordre de priorité, mais j'en ai une en tous les cas. On va commencer par donc Anne-Cécile Orgery, qui est chercheuse CNRS à l'IRISA. Ensuite, on aura professeur Sébastien Mosser, qui est à l'UQAM, Université du Québec-Montréal, comme rapporteur. Sébastien Gérard, qui est directeur de recherche au CEA. Et finalement, on termine par directeur et encadrant. Donc, l'encadrant Johan Morel, qui est aussi à l'IRISA, et Olivier Barré, qui est le directeur de la thèse. Donc voilà, Monsieur Rio, vous avez 45 minutes pour présenter vos travaux, et voilà, on est impatient de découvrir votre présentation. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent donc, pour assister à ma soutenance de thèse, qui vient conclure une aventure de près de 4 ans entre l'Université de l'Anna, le laboratoire IRISA et la société OKWin. La promotion de ma thèse a déjà été lue. Merci. Cette thèse s'inscrit dans le domaine de l'énergie et plus particulièrement dans la gestion des microgrilles. Pour bien comprendre les enjeux autour de ces microgrilles, je vais commencer par vous rappeler quelques notions importantes sur la structure du réseau de distribution, et en particulier en prenant le cas de la France. Historiquement, le réseau de distribution de l'électricité est centralisé autour des centrales nucléaires pour délivrer donc l'électricité à tous les consommateurs, les particuliers et les milieux industriels, agricoles et tertiaires. Pour varier cette production, ces dernières années, on a vu apparaître l'émergence de parcs d'énergie renouvelable pour permettre de faciliter l'équilibrage de cette grille. Le gestionnaire du réseau, donc pour faciliter cet équilibrage, a mis en place des incitations pour inciter donc les gens à changer leurs habitudes de consommation pour faciliter l'équilibrage, donc à savoir entre les moments de production qui sont variables et les moments donc, de consommation réalisés par les gens. Ces incitations peuvent prendre la forme, par exemple, des mécanismes d'heure pleine et d'heure creuse. Cette centralisation de la production nécessite un grand réseau de distribution pour acheminer l'électricité. Ce grand réseau engendre un certain nombre de pertes dues aux distances et aux différentes transformations. Ces deux problématiques peuvent être limitées par le rapprochement des moyens de production renouvelables au plus proche des moyens de consommation. Ce rapprochement des moyens de production fait ce qu'on appelle des microgrilles, et si on se concentre sur un consommateur, par exemple un consommateur agricole, la dépendance à cette grille est très importante d'un point de vue financier et économique. Par exemple, une petite exploitation agricole d'une centaine de vaches va avoir des dépenses de l'ordre de 20 000 € annuels, ce qui est un des premiers postes de dépenses, alors que la solution que je vous ai présentée de rapprocher les moyens de production permettrait de réduire ces dépendances à la tarification mise en place par la redistribution et par les augmentations de prix. Une solution naïve est donc d'installer des moyens de production, par exemple des panneaux solaires, sans réflexion a priori. Cette production va pouvoir atteindre qu'une part minoritaire de la consommation et la dépendance au réseau de distribution reste importante. Augmenter la taille de ces panneaux solaires, augmenter le nombre de ces générateurs augmenter le nombre de ces générateurs ne vient pas corriger entièrement ce problème, puisque les surplus de production, au lieu de venir couvrir les moments de consommation qui nous intéressent, par exemple la nuit, repartiront sur le réseau de distribution et sans contrepartie financière, donc ce qui n'améliore pas l'efficacité économique de l'entreprise, donc ce qui a peu d'intérêt pour le consommateur. La solution idéale revient donc à venir essayer donc de déplacer ce surplus, de valoriser ce surplus de consommation pour atteindre les autres périodes de consommation.
Ces mécanismes de déplacement peuvent prendre la forme d'utilisation de batterie ou de modification de consommation. Et ainsi, ce surplus qui arriverait à des moments inopportuns permettrait donc de venir compenser la consommation ayant lieu aux autres périodes de la journée. Mais la problématique qui se pose, c'est de savoir comment dimensionner ces moyens de production pour ne pas avoir trop de surplus et surtout lesquels choisir. Ça peut prendre du dimensionnement des panneaux solaires ou du dimensionnement des batteries. Toujours dans l'optique d'avoir une efficacité économique derrière, pas uniquement énergétique. La vision du domaine et que nous partageons dans cette thèse est d'être en mesure de proposer un logiciel qui, à partir des observations du site physique, soit en mesure de simuler le fonctionnement pour comprendre comment optimiser ce mix énergétique des énergies installées. Pour ensuite pouvoir être mis en œuvre, pour être appliqué sur le site réel par le biais de conseils envoyés à l'utilisateur final exploitant de l'entreprise ou du site agricole, ou, le cas échéant, pour certains matériels, être en mesure de directement le piloter. Ce qui permettrait donc de bénéficier le plus possible des moyens de production, d'avoir l'efficacité maximale du matériel installé. Cette vision que je vous ai présentée pour les secteurs agricoles, nous souhaitons l'appliquer à tous les gros consommateurs sur le réseau électrique. Mais souhaiter l'appliquer à tous les consommateurs fait apparaître une nouvelle problématique, à savoir que tous les consommateurs sont différents, les matériels installés sont différents, et la façon de consommer est différente. Les contraintes de fonctionnement des appareils vont être différentes que sur les contraintes humaines, qui peuvent être liées à l'orientation des activités, mais également liées au vivant. Par exemple, je vous ai parlé du secteur agricole, qui apporte donc de grandes contraintes sur la structure des activités au sein de l'entreprise. Souhaiter atteindre tous les secteurs d'application possibles consommateurs nous incite à avoir une approche générique. Cette approche générique et ce cas d'étude est particulièrement intéressant pour des sociétés comme OKWin, partenaire de cette thèse, qui conçoit, fabrique et installe des moyens de production, mais également qui a un bureau d'études qui cherche à faire donc du conseil et de la recommandation aux entreprises pour tirer le meilleur parti des moyens de production installés. OKWin a un large panel d'utilisateurs et de clients déjà installés. La grande majorité de ces clients sont du milieu agricole. C'est pourquoi je vous présenterai des cas d'usage agricole principalement dans cette thèse. Les besoins du domaine, et en particulier d'une société comme OKWin, sont donc de pouvoir dimensionner des moyens de production à installer, de pouvoir optimiser la consommation des sites équipés, et également de pouvoir mettre en œuvre ces optimisations par le biais de recommandations aux utilisateurs pour la conduite de leurs activités et par le biais de pilotage. Ce contexte industriel fait qu'une solution proposée doit également être accessible à une personne experte et ne pas nécessiter d'intervention trop technique et donc d'être facilement mise en œuvre pour des sites différents. L'état de la pratique dans le domaine, en particulier OKWin, est d'utiliser beaucoup d'outils tiers, de services spécialisés sur du dimensionnement, de services spécialisés pour apporter des données, qui sont ensuite manipulés sans formalisme particulier, d'un outil à l'autre pour permettre, ces étapes de dimensionnement et ces étapes d'optimisation. La limite donc, de ces outils tient principalement dans l'absence de formalisme et dans leur multiplicité, ce qui nécessite du passage d'un outil à l'autre et qui implique une certaine lourdeur et une source d'erreur dans la manipulation de ces données. La question de recherche que nous nous sommes posée principale est donc comment optimiser ce mix énergétique local. De cette grande question, nous avons ressorti plusieurs sous-questions de recherche que je vais vous présenter, à savoir quelles sont les bonnes abstractions à utiliser pour représenter la diversité des sites physiques à équiper, comment simuler le comportement de cette microgrille, d'un point de vue énergétique donc, comment optimiser cette consommation pour bénéficier le plus possible des moyens de production, et dernier point, comment mettre en œuvre cette optimisation calculée. Comment faire des recommandations, comment venir piloter. Une question sous-jacente que nous sommes posées, c'est est-ce que l'ingénierie dirigée par les modèles peut apporter une certaine méthodologie, peut simplifier la mise en œuvre d'outils pour permettre de déployer plus facilement des solutions dans ce cadre-là. Je viens de vous présenter un contexte général.
Le plan de la thèse est classique. Je vais vous présenter l'existant de ces méthodes d'optimisation et de la gestion d'énergie de manière générale. Je vous présenterai notre proposition de jumeaux numériques, son implémentation que nous proposons, le cadre de validation, et je terminerai donc par une synthèse et par une perspective du domaine de recherche. Pour structurer l'état de l'art, je vais reprendre les 4 questions de recherche que je vous ai présentées, à savoir donc, la modélisation, la simulation, l'optimisation de ces simulations du comportement de chaque appareil et comment faire redescendre ces optimisations sur le terrain. La modélisation a donc pour but de devoir capturer l'ensemble des contraintes du système, donc tous les aspects physiques, énergétiques, mais également les activités autour, les aspects environnementaux impactant ces consommations. Parmi ces modélisations, Dittmer et ses collègues se sont intéressés principalement aux machines industrielles et à leur fonctionnement. Ils ont proposé différents modèles de décomposition du comportement d'une machine afin d'identifier sa consommation, tels que des machines à état ou des réseaux de pétri. D'autres se sont intéressés à une approche plus macroscopique de sa consommation et comment elle s'inscrivait au sein des activités humaines, en s'intéressant plus particulièrement donc, à l'organisation sur une échelle de l'année, comment la saisonnalité vient impacter les activités d'une entreprise. La diversité des appareils a montré également que plusieurs approches ont été proposées, des approches d'un point de vue très physique et électrique, et des approches plus simplifiées de simulation. Et également, des graphes des approches plus temporelles ont été proposées pour représenter ces consommations et l'évolution du matériel dans le temps, telle que l'approche de Hartmann et des travaux autour de Grey 4. L'enjeu à partir de ces modélisations de simulation est de comprendre donc, le fonctionnement d'un appareil dans le temps et d'être capable d'évaluer son évolution énergétique. Plusieurs travaux ont été menés. Les travaux sont également très diversifiés et spécialisés sur des appareils particuliers, notamment dans le domaine de la prédiction, qui a été proposé donc, toujours pour des appareils et des sources d'énergie différentes. On comprend facilement que les conditions environnementales viennent impacter différemment chaque moyen de production. Les panneaux solaires sont principalement impactés par l'irradiance, tandis que les énergies éoliennes sont principalement impactées par le vent. Donc les propositions de modélisation et les méthodes de simulation proposées par la littérature sont toutes très spécialisées à ces contextes différents. Une fois cette simulation et cette simulation de comportement faite, un problème qui se pose est de savoir quelle configuration matérielle choisir. Par configuration matérielle, j'entends choix des panneaux solaires, une quantité, capacité de batterie, puissance des onduleurs. Étant donné le nombre important de paramètres d'entrée, des solutions souvent proposées pour répondre à ces questions sont l'application de météorétique. Par exemple, Tegani et ses collègues proposent l'utilisation d'algorithmes génétiques pour, à partir d'une configuration initiale de matériel, par mutation, faire varier cette configuration jusqu'à trouver une configuration qui satisfait des critères énergétiques et économiques. Le second aspect de l'optimisation, une fois une configuration matérielle choisie, est de venir agir sur la consommation. Là encore, on retrouve des applications très spécialisées sur du matériel, notamment la mise en œuvre de pilotage de machines industrielles en prenant en compte uniquement un séquençage des machines sans prise en compte des activités humaines environnantes, notamment les travaux de Desmartini, qui cherchent à déplacer dans le temps et à choisir la meilleure heure de fonctionnement. Pour finir, la dernière étape de cette optimisation est la mise en œuvre des conseils. On retrouve assez peu de mise en œuvre sur des microgrilles complètes, mais on peut citer les travaux de Bourgeois et de Sim qui se sont intéressés à comment présenter ces optimisations, comment intégrer l'humain à la boucle, à cette de contrôle sur le site physique. Comment présenter les périodes de surplus, comment présenter les moments où les activités doivent être changées. Les limites que nous avons identifiées sont donc que les approches proposées sont toutes très spécialisées sur du matériel.
et que aucune approche ne vient proposer un cadre global applicable à toutes les microgrilles. C'est à partir donc c'est à partir de l'identification de ce manque que nous avons réfléchi à notre proposition de jumeaux numériques. Qui soit suffisamment générique. Nous avons proposé un jumeau numérique. Ce qui est difficile dans la conception d'un tel jumeau numérique c'est de pouvoir être suffisamment générique pour s'adapter à tous les microgrilles et tous les cas d'usage possibles, tout en étant suffisamment spécialisé pour venir agir réellement, pour vraiment optimiser un site particulier et le piloter réellement. C'est pourquoi nous proposons la notion de jumeau numérique. Cette notion est issue du système des systèmes cyberphysiques et de l'industrie 4.0, qui consiste à créer un double numérique d'un site physique pour abstraire ses capteurs, pour abstraire le fonctionnement de tous les appareils et être en mesure de faire des prévisions. Dans le cas particulier des microgrilles, nous proposons de nous en servir pour faire donc, de l'optimisation et pour simuler le comportement et les différents scénarios possibles de la conduite de l'énergie, en vue de les optimiser. Donc, notre jumeau numérique constitue donc une vision globale d'un site physique pour être en mesure de, à partir d'observations issues du terrain et de l'environnement, pouvoir prendre une décision d'optimisation pour, in fine, venir piloter, agir sur le site. Pour cela, nous proposons l'utilisation d'un modèle afin de capturer l'ensemble des aspects des appareils, des humains, de leurs contraintes, donc des activités liées au vivant, mais également de l'environnement impactant la mise en œuvre de ces activités et des productions d'énergie. Dans notre modèle, nous prenons en compte les observations issues du terrain, mais également les observations issues de l'extérieur, notamment les prédictions météo, les observations météorologiques, qui vont fortement impacter la production des énergies locales. Pour faciliter cette conception et cette modélisation, nous proposons d'utiliser un langage dédié, accessible à un expert. Parce que l'expert est en réalité la seule personne ayant suffisamment de connaissances du site modélisé pour pouvoir représenter l'ensemble des contraintes des activités. L'intérêt d'un langage dédié est d'avoir un langage et un vocabulaire propre aux experts, plus facile d'utilisation, et également de pouvoir intégrer un certain nombre de vérifications préalables pour valider la construction du modèle représentant le système. À partir de cette modélisation, nous proposons un certain nombre de fonctions d'optimisation et de simulation pour être capable de venir évaluer la pertinence de certains scénarios, notamment pour pouvoir permettre ce dimensionnement du matériel, mais également pouvoir évaluer différents scénarios de modification des activités d'une entreprise en changeant l'organisation et la pratique des entreprises. Cette boucle de rétroaction qui peut être ouverte si on intègre un humain ou fermée lorsqu'on pilote directement un site est notamment très utilisée dans les systèmes autonomiques, sur le domaine dans lequel on se rapproche. Ils sont inscrits. Pour permettre ce pilotage, nous proposons donc de garder le modèle de représentation du système à l'exécution et ainsi, pour la boucle de rétroaction fermée, piloter directement le matériel, mais dans le cadre d'une boucle de rétroaction ouverte, intégrer l'humain à cette boucle au travers d'une interface de suivi de la performance de ces appareils, lui présentant des recommandations de déplacement, pour que lui puisse choisir de les appliquer ou non sur son site. Cette modélisation, pour la construire, nous avons mis en place une démarche itérative à partir d'une analyse de l'existant en pratique industrielle et de l'existant sur le terrain, à partir de laquelle nous avons proposé un métamodèle pour regrouper nos choix de conception, à partir duquel nous avons produit un langage dédié et un certain nombre d'outils d'optimisation. Chaque proposition a pu être confrontée au terrain, raffinée, modifiée,
et ainsi 3 fois avant d'arriver à la modélisation que je vous présenterai tout à l'heure. L'analyse du terrain nous a permis, pour mettre en œuvre cette analyse du terrain, nous sommes allés voir des utilisateurs déjà intéressés, déjà dans une démarche d'optimisation de leurs pratiques, en particulier donc, du domaine agricole, mais aussi du milieu industriel. Nous sommes allés voir donc, ces utilisateurs finaux afin de comprendre, selon eux, comment étaient organisées leurs activités, quelle variabilité ils avaient dans leurs activités, à quelle fréquence leurs activités avaient lieu, comment étaient construites leurs contraintes, et quelles étaient leurs contraintes, quelle flexibilité existait dans leurs contraintes, si c'était lié à une habitude, par exemple, issue de la mise en place des périodes d'heures pleines, heures creuses, ou si c'était des contraintes liées à du vivant, auquel cas très peu de changements sont possibles. Et l'impact de la saisonnalité, pour ne pas uniquement se concentrer sur une période de fonctionnement au moment de l'interview, mais de réfléchir au global. De ces interviews, le principal retour que nous avons eu, qui nous a fait corriger notre proposition, a été la grande diversité dans la variabilité, dans la flexibilité. Des éléments que nous n'avions pas pris en compte à partir des approches existantes de simulation. Nous avons donc corrigé notre métamodèle. Également, un deuxième retour issu de l'existant industriel et des outils déjà en place a permis d'identifier des points de répétition et un certain nombre d'opérations effectuées sur les données brutes récoltées du terrain avant de pouvoir être traitées par les outils. Ces opérations pouvant être une source d'erreur, des confusions entre énergie ou puissance, des problèmes d'unité ou des problèmes de série temporelle, en fait, de capteurs remontant ces données. Suite donc, à cette itération après confrontation au terrain, nous avons proposé une modélisation que je vais vous présenter. Tous les concepts, tous les aspects importants ont été regroupés au sein d'un même métamodèle pour intégrer les aspects matériels ainsi que les aspects humains et les aspects batterie. Tous les concepts importants ont été regroupés au sein de métamodèle, à savoir les aspects diversité et tous les aspects diversité des producteurs d'énergie, des consommateurs d'énergie, ainsi que tous les aspects de représentation des moyens de stockage différents pouvant exister, que ce soit de batterie chimique ou du stockage thermique. Ainsi que la partie importante qui a bénéficié des retours du terrain, tous les aspects de variation et de variabilité existantes des activités et de l'expression de leur flexibilité, des déplacements possibles qu'il était possible de faire. À cela, nous avons aussi pris en compte les aspects exécution pour permettre les démarches de simulation et les démarches d'optimisation. Je reviendrai plus en détail par la suite. Et l'intégration de systèmes de prédiction propres à chaque moyen de production d'énergie. Comment intégrer une modélisation de ces moyens de prédiction. Un point important de la mise en œuvre d'un jumeau numérique est de pouvoir piloter un site réel, de pouvoir communiquer avec des appareils existants et de pouvoir remonter leur état dans la modélisation. Donc, tous ces aspects ont dû être pris en compte pour permettre d'envoyer des consignes optimisantes, mais également de pouvoir corriger l'état du système par rapport à un changement. Par exemple, vérifier que le déchargement d'une batterie de 20% a bien été effectué et que ça a bien été 20% qui a été retiré de la batterie. Si je prends un exemple concret. La généricité, l'aspect générique important au jumeau numérique pour être applicable à tous les cas industriels souhaités, a nécessité la mise en place d'une certaine extensibilité pour pouvoir spécialiser le modèle pour prendre en compte des appareils précis. Et notamment, pour ça, je peux citer les aspects protocoles de communication qui sont très différents d'un appareil à l'autre et qu'il faut pouvoir être en mesure de capturer pour permettre le pilotage des appareils. Le contexte industriel, le contexte industriel doit aussi, on devait aussi en rendre compte d'une certaine facilité de construction de ces modèles. C'est pourquoi nous proposons un système de réutilisation de modèles pour partager des conceptions communes. Par exemple, une entreprise comme OKWind
va souvent avoir envie et le besoin de représenter les mêmes appareils de son catalogue de produits au sein de différentes simulations, au sein de différents jumeaux numériques. C'est pourquoi nous proposons une certaine réutilisabilité de ces concepts pour pouvoir partager une modélisation d'un modèle à un autre. Je vais revenir donc plus en détail sur les aspects exécution. Pour nous, une exécution peut prendre deux formes différentes, à savoir une forme avec une date de début, une date de fin, pour les aspects simulation, pour comprendre le comportement du microgrid sur une année complète, sur 2 années complètes, et ainsi évaluer la pertinence d'un choix d'installation, d'un dimensionnement de matériel. Mais elle peut également prendre la forme d'un pilotage temps réel, avec une date de début, puis une mise en exécution et laisser tourner le jumeau numérique pendant des semaines ou des mois, même plus, et permettre cette optimisation en temps réel du matériel. Le deuxième point important, donc, comme je vous l'ai dit, a été la prise en compte de la variabilité. Pour cela, nous proposons un système de séquençage d'activités et un système le plus générique possible pour prendre en compte donc, du séquençage d'activités et la répétition des activités, être en mesure de représenter l'apparition d'une activité de manière unique, mais également prendre en compte la périodicité. Par exemple, être capable de représenter une activité de nettoyage qui aurait lieu tous les jours de la semaine ou certains jours de la semaine à heure fixe et exprimer la durée là-dedans. En plus donc, de cette variabilité, le deuxième point important de la modélisation est d'être en mesure de prendre en compte la flexibilité, donc à savoir est-ce que cette activité est déplaçable dans le temps? Est-ce que l'heure à laquelle l'utilisateur est habitué de la faire est vraiment importante, mais est-ce qu'elle peut changer? Est-ce qu'il est possible de réaliser cette activité 2 heures plus tôt ou 2 heures plus tard si l'impact peut bénéficier au système global? Le point important pour permettre la généricité, donc l'extensibilité, pour cela, dans notre modélisation globale, nous avons identifié un certain nombre de points de variabilité qu'un utilisateur, qu'un développeur va pouvoir raffiner, surspécialiser et va pouvoir intégrer à la modélisation globale. Ces points vont notamment concerner les sources de données, pour être capable d'intégrer pour être capable d'intégrer des capteurs, pour être capable d'intégrer des données issues par exemple d'une fiche technique d'une équation, ou pour intégrer des données issues du terrain, collectées directement, puis recueillies et traitées sur ordinateur. De même pour les aspects stockage, pour prendre en compte des spécificités des batteries chimiques et de tous les types de batteries et tous les choix de technologies existants. Donc, notre métamodèle regroupant tous nos aspects sert de base à la construction du langage dédié et du modèle. Ce choix permet donc de faciliter l'évolution et de maintenir une certaine cohérence entre les notions manipulées au sein du langage et les notions manipulées à l'exécution et par l'optimisation. Ce langage dédié prend la forme d'un langage textuel où on va retrouver toutes nos notions d'activités de production qui seront réalisées par l'expert. Je vais reprendre donc plus en détail une notion d'activité. Par exemple, le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, l'activité de nettoyage de cuve qui avait lieu à 9 heures tous les jours, prendra cette forme dans notre langage dédié, à savoir, par exemple, une notion de séquence, de dire le nettoyage n'aura lieu qu'après l'utilisation de cette machine. Le lien avec la consommation, ici on peut déjà remarquer la spécialisation de l'aspect consommation pour permettre le chargement d'un fichier texte contenant le fonctionnement des appareils utilisés pour le nettoyage, par exemple le compresseur, sa courbe de consommation, ainsi que l'expression de sa variabilité. Donc, on retrouve périodique tous les jours à 9 heures pendant 1h30, ainsi que l'expression de sa flexibilité, donc être en mesure de le déplacer plus tôt ou plus tard, entre 0 et 2 heures. Cette expression de la flexibilité va pouvoir être utilisée à l'optimisation, pour lequel nous proposons une sémantique construisant un espace de tous les scénarios de déplacement possibles, sur lequel un algorithme d'optimisation va être capable d'évaluer, de comparer les scénarios pour trouver le scénario le plus pertinent.
La littérature a proposé différents algorithmes d'optimisation pour ces déplacements, principalement venant du domaine du scheduling. Seulement, ces algorithmes étaient prévus pour fonctionner sur un seul critère, par exemple un critère de production uniquement, d'une seule source de production, ou d'un critère économique. Nous avons proposé une implémentation de ces algorithmes sur notre structure, permettant de bénéficier de la modélisation globale de tous les appareils. Parmi ces algorithmes, nous avons utilisé donc Earliest in Line First et les algorithmes de type A-star. Bon. La proposition que je vous ai présentée a été implémentée pour être appliquée à des cas réels de validation. Je vais commencer par l'aspect implémentation. Pour réaliser ce jumeau numérique et ses outils associés, nous avons utilisé donc EMF et Xtext, qui sont des outils très utilisés dans les démarches IBM. Ces outils ont notamment permis de facilement proposer des premières versions que nous sommes venus améliorer, affiner au fil des retours et des confrontations sur le terrain. L'aspect dynamisme de l'extensibilité a été permise grâce au moteur OSGI. Et donc de ces outils, nous avons proposé un éditeur dédié qui est utilisable donc par un expert. Dans cet éditeur, l'expert va pouvoir construire la représentation de son site, simuler directement, et à partir donc, de cette même représentation textuelle, il va pouvoir l'exécuter pour du pilotage. L'implémentation représente environ 7000 lignes de code pour la partie optimisation, travail sur le modèle, et un peu plus de 100 000 lignes de code pour la partie génération, qui ont été générées pour la partie construction des abstractions et structure de ces abstractions, et liens entre elles. Donc notre implémentation, notre démarche a été validée sur plusieurs cas issus donc, du partenariat industriel, à savoir un cas de dimensionnement solaire. Donc, à partir d'une donnée de consommation d'un site, est en mesure de trouver le dimensionnement de panneaux la plus pertinente. Pour cela, l'existant consistait en l'utilisation de plusieurs tableurs et de plusieurs outils dédiés pour estimer la partie production. Avec notre approche, nous avons pu faciliter les pré-traitements sur ces données et faciliter, grâce à notre modélisation, faciliter la réutilisation des modélisations et des configurations proposées. Le second cas de validation consiste en l'optimisation du placement d'une activité avec une certaine forme de variation et une certaine flexibilité. L'existant, pour cela, était limité par l'absence de formalisme et l'absence d'outils spécialisés là-dessus, ce qui contraignait les experts à se concentrer sur une période de fonctionnement relativement courte et d'estimer des gains. Par notre approche, donc, proposant une modélisation de cette flexibilité, une modélisation de ces variations, nous avons pu mettre en œuvre une comparaison plus précise sur le long terme, donc sur des périodes de fonctionnement plus longues, de l'ordre du mois ou de l'année, et ainsi gommer un effet loop. Cette même limite existe donc pour la partie stockage, où les abstractions utilisées dans les tableurs et les simplifications des tableurs ignoraient certains aspects et certaines contraintes que nous avons pu intégrer dans les modélisations des moyens de stockage, notamment les contraintes liées à la puissance maximum applicable à une batterie, par exemple. Le dernier cas consistait en un suivi et une optimisation d'un site, et je vais vous la présenter plus en détail. Dans ce cas, en partenariat avec un industriel tiers, l'objectif était de venir optimiser un appareil de stockage produisant du stockage thermique. J'utilise donc le terme de stockage thermique pour rester relativement vague, puisque cela consistait en un prototype dont je ne peux pas parler plus. Donc, les données d'entrée de ce problème étaient de chercher à optimiser la production, donc pour simplifier, j'utilise le terme d'eau chaude, la production de cette eau chaude à partir d'une production solaire, d'un service de prédiction associé à ce panneau solaire, tout en intégrant des formules de rendement entre énergie électrique et énergie thermique qui étaient connues par les experts. L'objectif était donc
d'être en mesure de calculer ce besoin en eau chaude, de comprendre les contraintes associées, de tirer parti le plus possible du moyen de stockage pour être en mesure donc, de produire le plus possible pendant les périodes d'ensoleillement et de produire le moins possible pendant les périodes d'heures creuses où l'énergie viendrait de la grille. Tout en étant capable d'intégrer les contraintes des appareils physiques et de mettre en œuvre en temps réel ces optimisations. La réalisation de ce cas représente environ 90 lignes dans notre DSL pour représenter les aspects liés au matériel, les aspects contraintes liées aux besoins et les aspects de variabilité. Pour permettre cette réalisation, nous avons réalisé des plugins pour s'adapter aux spécificités du site, à savoir un plugin pour la partie pilotage de la batterie, la partie qui allait produire l'énergie stockée, ainsi qu'un plugin pour permettre l'intégration de la source de production liée au panneau solaire. La réalisation de chaque plugin représente un peu moins de 200 lignes de code, qui est simplifiée donc par la modélisation en fait, des abstractions choisies. Je vais vous présenter en particulier l'activité de production d'énergie, celle qui était à optimiser par rapport à la consommation globale du site et à la production des panneaux solaires. On y retrouve les aspects techniques connus par l'expert, donc à savoir la consommation, le rendement de l'appareil. On y retrouve également la partie variabilité, étant donné que uniquement le besoin en eau chaude était un besoin client, la partie variable de la production était uniquement liée à l'aspect optimisation. Les contraintes venaient du besoin, en réalité. La seule contrainte de temps était une période de fonctionnement de 5 minutes pour ne pas provoquer de vieillissement prématuré, qui était une contrainte physique. C'est pourquoi on retrouve la notion de délégué au système d'énergie de pilotage et une durée de fonctionnement de 5 minutes minimum, sans durée maximum liée au matériel. C'est le système d'optimisation de construire la durée optimale. Et la partie spécifique au matériel, avec donc ici le plugin est nommé actionneur de stockage, a été écrit de manière externe à notre modélisation et est chargé dynamiquement à l'exécution en même temps que le modèle représentant le jumeau numérique est construit. Ce plugin propre au matériel piloté est paramétré par le langage, par l'expert, en intégrant donc, ici l'adresse sur le réseau du client, l'adresse de communication, l'URL. L'optimisation de ce cas revenait à calculer un fonctionnement minimal pour au moins couvrir le besoin en eau chaude, un fonctionnement. De ce fonctionnement minimal, être en mesure de construire l'ensemble des scénarios possibles, dont les scénarios les plus optimisants, de les comparer et d'être en mesure donc, de trouver le scénario prenant le plus parti de la production solaire si elle avait lieu, en se basant donc, sur les données issues du service de prédiction. Le prototype proposé et l'implémentation que nous avons réalisée a fonctionné pendant 15 jours. Je vais vous présenter les résultats. À partir de l'expression des besoins exprimés dans le DSL, donc le besoin a été construit le matin et le soir. Et à partir donc, de l'expression de ces besoins, le système a utilisé la variation et l'expression de la flexibilité de la production pour calculer, donc ici je vous présente la surface d'une production minimale qui produit uniquement le volume d'eau chaude nécessaire pour le besoin, mais également des moments plus grands de production où on est venu surproduire pour stocker en avance et prendre parti de ce moyen de stockage, pour anticiper un besoin futur. Les points de variation, c'est donc l'heure de fonctionnement du début de l'appareil et la durée totale de mise en fonction pour produire plus ou moins d'eau chaude. Les placements ont donc été optimisés en fonction de la production solaire fournie par le service de prédiction tiers. Et on peut remarquer dans la partie énergétique est en haut, avec en vert la partie production solaire
En rouge, la consommation liée aux besoins et la consommation liée aux moyens de production d'eau chaude. Et sur la partie basse, une visualisation de l'état de ce stock d'eau chaude. Et on remarque donc qu'au moment de chaque besoin, le stock est suffisant pour permettre l'activité du client. Et pendant les moments les plus ensoleillés, la production était plus importante pour favoriser le plus possible le stockage. De ces cas d'études, nous avons pu nous rendre compte que notre démarche et notre choix d'utiliser des outils issus de la culture d'ingénierie d'énergie par les modèles nous a permis de plus facilement proposer des outils à utiliser par les experts, à plus facilement séparer les données de leur traitement et à pouvoir réutiliser un même modèle en simulation et en pilotage réel de site. Les constructions des modèles étaient relativement simples puisque environ une demi-journée de formation était nécessaire pour que les experts représentent les notions importantes dans le DSL. En revanche, la partie technique utilisée rend un peu plus difficile la mise en œuvre de plugins spécifiques et nécessite l'intervention d'une personne plus informaticienne pour être réalisée. Une personne experte du domaine de l'énergie pourra uniquement construire des représentations de sites et réutiliser uniquement donc, des plugins de communication et pour les intégrations plus spécifiques. Donc, pour conclure, je vais reprendre les questions de recherche que je vous ai présentées en début, à savoir quelles sont les bonnes abstractions à utiliser. Pour cela, nous avons proposé un métamodèle outillé spécialisé sur la représentation de la variabilité et de la flexibilité des activités et extensible pour s'adapter aux cas particuliers, que nous avons validé sur des cas réels issus d'un partenaire industriel et qui étaient donc utilisés dans la pratique de son activité. Pour la partie de simulation de microgrilles, nous avons proposé un jumeau numérique extensible qui soit en mesure de prendre en compte la diversité donc, de tous les cas possibles de consommation et qui soit spécialisable sous la limite que les appareils représentés soient discrétisables pour s'intégrer à l'outil de calcul. À la question comment optimiser l'usage des énergies renouvelables, nous avons proposé une construction claire des contraintes sur laquelle nous avons proposé d'utiliser des algorithmes issus de la littérature et notre structure extensible permet de facilement réintégrer d'autres algorithmes qui seraient proposés à des cas spécifiques. Et pour finir, la dernière question était comment appliquer ces optimisations. Nous avons eu donc une application industrielle de ces optimisations qui ont été utilisées pour permettre du conseil et pour permettre donc, des analyses sur des cas réels. Et pour permettre donc, le pilotage, nous proposons une architecture à plugin spécialisable pour intégrer les spécificités de communication de chaque appareil, de chaque service. Donc, pour finir, donc, notre contribution constitue en un jumeau numérique extensible applicable au pilotage du microgrid et à l'optimisation de leur mix énergétique. Les travaux futurs vont consister en l'utilisation d'un langage graphique. Il est possible donc de dériver de notre métamodèle en utilisant les mêmes outils. Donc ça représente un effort d'ingénierie relativement faible. Un langage graphique serait plus facile à prendre en main et encore plus facile pour les experts qui pourraient juste manipuler les notions de graphique. Et encore donc, dans ces notions de facilité d'accessibilité aux experts, une autre piste de travaux futurs que nous avons est l'intégration à un client web pour remplacer la partie client lourd que nous avons proposée. Les perspectives que nous avons, donc, des aspects qui ont été peu étudiés dans cette thèse est l'intégration de l'humain à notre boucle de rétroaction, en particulier pour être capable de la refermer sur les activités qui nécessitent la prise en compte de l'humain.
Ces perspectives peuvent prendre la forme en particulier de savoir sous quelle forme présenter les conseils d'optimisation que nous avons, mais également la prise en compte des incertitudes, les incertitudes liées aux données manipulées, à savoir donc l'incertitude liée aux sources de données, qu'elles soient les services de prédiction ou qu'elles soient la lecture des capteurs, mais également les incertitudes liées au comportement humain. Et si une proposition de déplacement d'activité est présentée à l'utilisateur comme représentant un gain faible, par exemple seulement de quelques centimes d'euros, on a une incertitude de savoir si elle sera réalisée, surtout si elle représente un changement radical dans sa pratique de ses activités. Et là, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci pour votre attention. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. On va procéder maintenant aux questions. Alors, la coutume veut qu'on passe d'abord par les rapporteurs et le plus loin. Alors, même si on est visuellement, entre guillemets, tous dans la même salle, je pense qu'on va appliquer comme ça. C'est Alexandre, c'est Sébastien Mosser qui est le plus loin normalement. Oui, je pense. Allez. Bonjour, merci pour la présentation. Très souvent dans les soutenances de test, je pose mes questions en dernier, donc j'en ai plus. Là, je passe en premier, donc j'espère que j'en aurai assez. Ne pique pas nos questions, non? La première question que j'aurais pour toi, Alexandre, c'est la définition du langage Régule DSL que tu as proposé. Tu as beaucoup mis en avant. Est-ce que tu pourrais revenir sur la diapo où il y a toutes les différentes dimensions? Je n'ai pas noté le numéro par contre. Mais Alors, il y a. Je ne sais pas si elle est lisible. Vous avez une question en particulier sur un des aspects du langage, peut-être? Non, c'est la diapo, tu as ton gros métamodèle avec toutes les différentes. Ok, je sais, c'est ça. Ouais, c'est là. Hop, ok. La question que je me posais là-dessus. Ouais, la question que je me posais là-dessus, c'est que tu as beaucoup mis en avant des histoires de variabilité, de flexibilité, d'unifier la totalité des choses qui étaient possibles de faire. Et la plupart du temps, quand on fait ça, on avait n standards au démarrage et maintenant on en a un n plus unième. Du coup, la question que je me posais, c'était donc quelle garantie tu as et dans quelle faiblesse tu connais à l'expressivité du métamodèle que tu as proposé et puis de l'outillage qui vient derrière avec le langage. Alors, justement, ça a été une des préoccupations principales de ne pas proposer un énième standard. C'est pourquoi la partie extensible était vraiment celle qu'on a le plus mis en avant, à savoir que dans la modélisation que l'on propose, elles peuvent être remplacées par une spécialisation. Par exemple, si l'expression de la variabilité n'est pas suffisante pour permettre l'expression d'une contrainte qu'on n'aurait pas prise en compte, avec cette extensibilité, on peut rédiger la définir de manière extérieure et l'intégrer au métamodèle. Ça fait qu'on peut intégrer globalement toute forme de modélisation possible au sein de notre modèle et de travailler dessus, tant qu'elle définit juste les points d'extension que l'on a définis. Je sais pas ok. Si ouais. Et quel impact ça a sur, si je fais ça par exemple, quel impact ça a sur la totalité de la chaîne d'outillage que tu as derrière? Sur le langage, sur la grammaire, sur l'IDE, puis après tu disais que tu voulais aller vers un langage graphique ou une intégration web quoi. Donc si je touche à des trucs dans le métamodèle pour justement rajouter des choses qu'on n'avait pas vues ou qui vont évoluer plus tard dans le futur, est-ce que tu as une idée de voilà, est-ce que c'est juste le premier domino et tout s'écroule derrière ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt localisé? Non, en fait, même si l'aspect, genre le bloc en quelque sorte qui serait défini et surspécialisé, qui serait intégré, en fait, on peut lui passer des paramètres au cas où il a besoin d'avoir des notions qui ne seraient pas déjà définies dans le modèle. Donc même si ce bloc est complexe à intégrer, c'est possible par le DSL de venir lui envoyer des paramètres. Donc s'il a besoin d'être paramétré. Ça répond juste à une partie de la question, c'est normalement, ce n'est pas compliqué de l'utiliser, donc il sera intégrable dans la partie langage, parce qu'on peut venir directement venir le charger. On peut lui envoyer des paramètres en plus s'il a besoin d'être redéfini. Et tant qu'il définit, par exemple, si c'est un aspect consommation ou un aspect production d'énergie, tant qu'il définit les bonnes méthodes, en fait, il sera intégrable à l'aspect simulation et à la chaîne d'outillage de la simulation.
Ok. Et du coup, ma dernière question sur ce point-là serait, je pense que tu as tout synthétisé en disant tant qu'il définit les bonnes méthodes, qu'est-ce que tu as comme garantie que c'est les bonnes méthodes que tu as mis dans la modélisation? Justement, en fait, en se concentrant uniquement sur les aspects, l'objectif de Régule DSL, c'est uniquement de manipuler les notions d'énergie, même pas que, d'ailleurs, c'est une des perspectives de le faire évoluer, mais en fait, ces méthodes sont le plus simples possible et représentent principalement des séries temporelles, puisque c'est la forme d'échange la plus utilisée en fait, pour représenter un système qui évolue, c'est le représenter sous la forme de séries temporelles. Donc, en fait, les interfaces sont de s'échanger des données sous forme temporelle. Donc, en fait, il ne peut pas, je ne vois pas vraiment de mauvais choix qui seraient possibles ou de limites par ces choix-là. N'importe quel capteur doit fournir des données, n'importe quel appareil de consommation, de production doit fournir des données qui vont évoluer dans le temps. Donc, que ce soit un modèle physique continu, il sera discrétisé à cette étape-là, ou si c'est un modèle qui est une constante, il sera discrétisé de la même manière, tant qu'il est exprimable sous la forme d'une série temporelle. Okay. Donc, en fait, les choix justement de ces interfaces et de ces points de variabilité du métamodèle ont été choisis pour être les plus simples possibles pour regrouper le plus de cas de figure possible. Ok, merci. Ma deuxième question, elle porterait sur le langage, donc Régule DSL en tant que tel, qui est pour l'instant développé sous la forme d'un DSL textuel. Tu as mis dans les perspectives que tu voudrais aller vers quelque chose de graphique. Puis tu avais aussi parlé dans la validation de dire qu'il y avait un gain à utiliser Régule DSL par rapport à des approches classiques, comme c'était fait avant. Pardon. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait scientifiquement, entre guillemets, mesurer le gain de passer à quelque chose qui soit dans une approche low-code graphique plutôt que textuelle? Parce que le seul argument que j'ai entendu, c'est ça serait plus cool. Mais à quel point ça serait plus cool en fait? Est-ce qu'on aurait d'autres dimensions que juste l'habitude de dessiner des boîtes et des flèches? Alors, je pense qu'une des limites que l'on peut voir à l'utilisation d'un DSL textuel, c'est que à chaque machine et à chaque appareil, on va devoir expliquer donc, le déroulement de l'activité, sa répétition, la manipulation des données qu'elle va faire. Et si un expert choisit de représenter 10-15 appareils, on va se retrouver avec 10-15 fois ce bloc qui va être lié à des données qui vont être issues de différents endroits. Le choix d'un langage graphique permettrait de représenter visuellement, par exemple, comme pour un plan, son installation, son exploitation, son site industriel, et il pourrait avoir chaque site de fonctionnement avec ses machines qui seraient représentées. Et il n'aurait qu'à choisir un des lieux géographiques pour venir modifier le comportement des machines présentes. Le choix d'un langage graphique permettrait d'intégrer cette dimension humaine en fait, liée aux activités que les utilisateurs réalisent réellement. De pouvoir plus facilement identifier une définition d'une activité textuelle à visuellement une image d'une machine qui serait dépendante, donc si c'est une machine de consommation uniquement ou une machine de production d'énergie. Et du coup, ça permettrait donc de simplifier cette étape-là. Et un moyen d'évaluer la pertinence de ça serait de mettre en place, je pense, demander à un expert de faire des modifications, par exemple, remplacer telle machine de son site d'exploitation par une machine plus récente. Effectuer ce remplacement serait bien plus facile dans un langage graphique que dans un langage textuel. Et ça, je pense qu'on peut assez facilement mettre en place une étude, une validation en demandant à un expert et de chronométrer en fait, le temps nécessaire à effectuer cette modification. Ok, merci. Et du coup, ma dernière question, elle sera encore sur le langage, mais sur la manière dont les gens s'en servent, en fait. Pour l'instant, ce que j'ai compris de la proposition qui est faite dans la thèse et de la présentation, c'est que c'est une approche un peu all-in, c'est-à-dire qu'on a caractérisé la totalité du problème, le matériel qu'on a à disposition, et puis après, on va essayer de faire des simulations dessus. Et j'ai pas trop vu la dimension évolutivité ou le côté multi-compétences qu'il faut pour savoir quel est le matériel à disposition, comment brancher tout ça ensemble, comment le configurer, et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est des pistes vers lesquelles tu penses que ça a du sens d'aller, ou est-ce que dans le cadre de ce domaine-là, ça n'a pas de sens? Non, je pense que ça a vraiment du sens.
Et c'est pour ça que les notions de réutilisabilité ont été introduites dans le langage pour pouvoir plus facilement construire des bibliothèques d'outils. Et comme ça, l'outil, l'éditeur en tant que tel, sera en mesure de faire des recommandations ou de renvoyer à l'utilisateur des notifications, par exemple, pour dire si dans sa conception, il a utilisé des moyens de production qui n'ont pas sens d'être utilisés en même temps ou des moyens de consommation qui n'ont pas sens d'être utilisés en même temps, de pouvoir lui faire un retour. Je ne sais pas si ça... Ok. Merci beaucoup pour tes réponses et Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Marche, très bien. Bon, tu m'en as piqué qu'une seule, ça va. On passe à Sébastien. Allez. Il faut que je rouvre le micro, ça marche mieux. C'est bon, vous m'entendez bien? C'est bon. Alors, j'ai une première question. Jumeaux numériques et simulation. C'est quoi la différence pour toi? Entre jumeaux numériques et simulation, ouais, on parle beaucoup de simulation. On parle de simulation depuis des années. Et puis, l'industrie 4.0, d'un seul coup, elle a introduit le mot jumeau numérique. Et est-ce que tu fais une différence? Et si oui, laquelle? Entre jumeaux numériques et simulation? Alors, pour moi, justement, l'aspect jumeau numérique, il est plus grand parce qu'il englobe les utilisations que l'on va faire du jumeau numérique, que ce soit pour faire de la simulation, donc de la prédiction de fonctionnement, de la prédiction de défaillance ou de l'optimisation. Parce que pour moi, le jumeau numérique, il intègre la partie variable et la partie humaine de ce qu'il représente. Le jumeau numérique, pour moi, c'est en fait, c'est un peu ce que je vous ai présenté, c'est de dire que pour moi, le jumeau numérique, c'est un peu la partie plus modèle complète, alors que l'aspect simulation, ce serait une utilisation particulière de la représentation. Pour moi, le jumeau numérique, il intègre toute la dimension variable, flexible et un certain nombre de contraintes dont la simulation en fait, va prendre part et va en quelque sorte instancier dans un cas particulier de fonctionnement. À un instant T, on vient simuler le comportement. D'accord. Et du coup, tu as introduit après le terme modèle at runtime. Et ça, c'est quoi? C'est de la simulation ou c'est du jumeau numérique? C'est le lien pour moi entre les deux. C'est que la partie jumeau numérique contient toute la diversité, toute la variabilité existante du site physique, toute la représentation de ses contraintes. Et ce modèle, il est persisté à l'exécution pour permettre la simulation. Mais pour moi, la simulation n'utilise pas en permanence l'intégralité des notions définies dans le jumeau numérique. D'accord. Et les notions en plus dans le jumeau numérique, c'est l'aspect l'humain dans la boucle, c'est l'aspect du couplage avec le système physique, c'est ça? C'est ça. C'est tout ce qu'il y a autour, tout l'environnement autour qui peut avoir un impact, mais qui n'en a pas tout le temps un, qui pourrait, en fonction des conditions. D'accord. Donc, on se rapproche des problématiques qu'on qualifie de CPS, quoi, de Cyber Physical System, quoi. C'est entre les deux, c'est ça? C'est ça. Pour moi, oui, en fait, pour moi, le site physique représente un CPS et le jumeau numérique vient le représenter également. C'est son double. C'est juste que pour nous, il est spécialisé sur les notions d'énergie. Donc, on vient l'étendre par le langage et par faciliter le suivi de l'évolution et on vient le spécialiser en quelque sorte. Mais les notions sont pour moi très liées. D'accord. Et alors, toujours dans ce monde du jumeau numérique, on parle même de la simulation, on parle beaucoup de co-simulation. Donc, si par exemple, là, tu parlais d'extensibilité, je pourrais être amené à, si je veux prendre en compte les phénomènes, tu disais la météo, parler des phénomènes météo, il y a pas mal de gens qui utilisent des outils de modélisation physique, genre Simulink ou des trucs encore plus puissants que ça, pour simuler des modèles météo ou simuler plein d'autres choses. Donc, on pourrait être amené à vouloir faire de la co-simulation. Est-ce que je pourrais faire ça? Comment je ferais ça avec ton approche à toi? Alors, justement, pour permettre l'intégration, par exemple, des systèmes de prédiction météo, le modèle re-expose une partie des données qu'il utilise pour fonctionner. Par exemple, le service d'extension qui permet d'intégrer une prédiction météo peut renvoyer une source de données locale. Et c'est comme ça notamment que dans la validation, le tracker solaire qui était utilisé physiquement
exposait ces données à la prédiction et était réexposé au service de prédiction. Donc en fait, tous les échanges faits dans le système et dans le modèle peuvent être réexposés à un système externe qui, lui, pourrait prendre ses propres décisions. D'accord, c'est via l'échange de données en fait que tu permettrais co-simulation, c'est ça? C'est ça, moi je la verrais comme ça en fait, une intégration de venir se brancher en quelque sorte sur des sources de données et considérer soit une sous-partie du jumeau numérique, soit dans son ensemble comme une source de données, et dans les deux sens, que lui puisse intégrer des données issues de l'extérieur et considérer n'importe quelle source de données comme étant déjà en fait une optimisation. Tu connais un standard qui s'appelle FMI? Ça te parle ça? Non, comme ça, non, je crois pas. Pardon. C'est déjà un standard de co-simulation, mais ok, je comprends bien ce que tu me dis, ça fait du sens. J'ai une troisième question qui est, en fait, moi je travaille pas mal dans les normes au CEA, et du coup je me demande, il n'y avait pas de normes, c'est un domaine quand même qui est assez, il me semble assez prolixe, il y a pas mal de gros acteurs, hein. Il me semble qu'Orange est hyper impliqué dans les grilles, il doit y avoir pas mal d'acteurs, de gros acteurs impliqués sur ces sujets-là. Il n'y a pas des initiatives de normalisation qui feraient du sens dans ton activité? Si. À l'aspect, pas au niveau microgrille, mais au niveau national, je n'ai plus le nom en tête, mais il est dans mon manuscrit, une standardisation fournie par le gestionnaire du réseau pour standardiser les moments où les acteurs consommants peuvent ou doivent s'effacer. Le gestionnaire du réseau émet des ordres pour dire il faudrait que les utilisateurs s'effacent de tant de kilowattheures, et d'une manière standardisée, les sites consommateurs peuvent accepter ce changement, dire « Ok, je réduis ma consommation de temps », et le système récompense les utilisateurs s'étant effacés. Et il y a eu tout un projet européen en fait, sur cette démarche de standardisation des échanges au niveau national. Et du coup, ce qu'on fait avec toi, là, on fait des modèles de micro-grilles. On peut les accoster à des modèles de grilles plus généraux, plus globales? Alors, ça n'a pas été travaillé dans cette thèse, mais ça serait une utilisation très pertinente. Si des modules de communication existaient ou étaient réellement déployés au niveau national, ce serait tout à fait pertinent qu'une consigne au niveau national fournie par exemple par RTE puisse être intégrée à notre optimisation comme étant une contrainte en plus. C'est-à-dire qu'en plus, la grille ne sera pas forcément en mesure de fournir toute l'énergie et ça impacterait l'optimisation. D'accord. D'accord. Ok. Et sur la question des bonnes abstractions, je veux juste revenir c'était une question que tu as posée au tout début. Tu peux revenir et puis me dire comment tu es persuadé que tu as les bonnes abstractions? Alors, c'est vrai que ce choix d'abstraction est assez subjectif. Dans les premières itérations de notre métamodèle, on avait proposé une abstraction de producteur d'énergie, une abstraction de consommateur d'énergie. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vite trop spécialisé pour représenter des cas de figure, comme par exemple les batteries, qui, eux, agissent comme étant un consommateur d'énergie au moment de la charge et comme étant un producteur d'énergie au moment de la décharge. C'est pourquoi, dans nos abstractions, l'abstraction finale de la proposition revient à uniquement déclarer une notion d'entrée, une notion de sortie pour représenter n'importe quel échange d'énergie ou n'importe quel échange tout court en fait. Et à partir de cette abstraction très très générique de dire juste un échange, on est en mesure de proposer un consommateur qui serait uniquement un échange en entrée, un producteur d'énergie qui serait uniquement un échange en sortie, et d'exprimer des notions plus complexes comme des rendements de production et des rendements de basculement d'une énergie à l'autre. C'est pour ça que j'avais un peu cité la notion d'une batterie qui revient à exprimer un rendement entre l'énergie en entrée et le rendement du stockage, ou par exemple le stockage thermique qui revient à exprimer un rendement entre une consommation en énergie électrique en entrée et en énergie thermique stockée en sortie. C'est pour ça que notre proposition revient à uniquement exprimer des échanges qui peuvent être spécialisés en précisant de quelle unité, de quelle ressource on manipule. C'est pour ça que pour nous, les abstractions sont les bonnes parce qu'elles sont, en tout cas, nous permettent de représenter la plupart des cas auxquels nous avons été confrontés parce qu'elles sont les plus génériques possibles et peuvent se spécialiser. D'accord.
Et une toute petite dernière question, parce que ça m'a intéressé. Tu disais que dans les exploitations agricoles, en gros, je ne sais pas si c'est pour une exploitation de taille, je ne sais pas sans vache si c'est moyen, petit ou grand, mais bon, tu disais que ça coûtait 20 000 euros en énergie électrique, c'est ça? C'est ça, la partie consommation uniquement. D'accord. Et dans tes expériences, tu as réussi à mesurer le gain possible avec ton système? Quelqu'un qui avait une facture à 20 000 euros, après avoir déployé ton système, il fait tomber sa facture à combien? Vous avez pu mesurer? Sans le système et sans l'intégration d'une optimisation, on peut espérer réduire de 20 à 30%. Et avec une conduite optimisée, en simulation, en optimisation, on peut grimper à 50 à 60% de réduction. Donc, il faut faire, donc on peut faire tomber la facture de 20 à 8 000 quoi, dans ces eaux-là. On peut faire gagner à l'agriculteur 10 000 balles quoi, sur 100 vaches. C'est pas mal. C'est ça, par an. D'accord. Oui. Bon, super, c'est pas mal. Ça représente plus que son revenu normal, non? C'est un truc comme ça, c'est bien intéressant. On n'est pas loin d'un SMIC, hein. On n'est pas loin d'un SMIC. Hein. Si tu prends le revenu, donc c'est vachement bien. Merci, c'est super intéressant. Oui, dans l'étude que j'annonce, c'est en prenant en compte l'installation en considérant qu'on a une source de production d'énergie locale. Donc... Oui, je comprends. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. On passe la main maintenant à Anne-Cécile. Oui, je ne sais pas si on entend bien. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que vous entendez bien, Cécile? Ouais, très bien. Merci pour cette présentation. J'ai trouvé très bien illustré et le manuscrit aussi. Il était très agréable à lire. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'ingénierie dirigée par les modèles, donc je vais avoir des questions un petit peu plus générales et puis certaines un petit peu plus pointues sur les domaines qui m'intéressent un petit peu plus. Je pense que c'est au début de ta présentation, c'était le slide 8, tu disais que tu es parti d'un exemple pour montrer que augmenter les infrastructures de panneaux photovoltaïques, par exemple, ça n'améliorait pas la situation parce qu'effectivement, on produisait plus à des moments où on ne consommait pas forcément. Oui. Et ensuite, tu as illustré à peu près tout sur du photovoltaïque et je me demandais qu'est-ce qui était spécifique au photovoltaïque. Alors attends, je vais juste finir ma question. Dans tes travaux, par rapport à de l'éolien, par exemple, où il y a une variabilité beaucoup plus grande, ou par rapport, si on parle au Québec, à de l'énergie hydraulique qui est disponible sur un fournisseur national, en fait, un local régional. Oui. Alors, dans notre proposition, rien n'est spécifique à la partie solaire. C'est plus le cas de validation et le partenariat qui a fait que les exemples proposés étaient toujours sur du solaire. Pardon, du coup, sur la variabilité, par exemple, est-ce qu'il n'y a rien de spécifique Ah non, oui, c'est juste que la partie solaire est très pratique pour de la validation, parce qu'en fait, en particulier le produit fourni par le partenaire qui a un suivi bi-axe, ça fait que pour les belles journées, le moment de production est maximal et elle peut être continue. Donc, ce qui facilite vraiment les parties optimisation, parce que les contraintes sont vraiment plus faibles. L'intégration d'énergie éolienne serait plus difficile, en particulier par la diversité des moments de production et par leur courteté, en quelque sorte. L'impact viendrait en fait du service de prédiction associé et viendrait au risque que l'on souhaiterait avoir. Parce que déplacer une activité sera plutôt continue et une fois déplacée, la variation et la variabilité de la partie éolienne pourrait faire que le déplacement était une mauvaise décision. Donc l'impact serait plus à regarder d'intégrer une notion de coût et de risque à accepter de prendre. Et à l'inverse, la partie hydraulique serait peut-être plus facile parce que la production est beaucoup plus constante et ça serait un cas d'usage encore plus facile à manipuler. Ok, du coup je vais revenir un petit peu sur l'approche et ça va rejoindre la question de tout à l'heure sur la co-simulation. Donc moi, dans le cadre de mes travaux, j'utilise beaucoup cette approche-là, et en particulier parce que ça a l'avantage de prendre des outils qui sont des communautés concernées, donc par exemple des outils de simulation qui sont déjà très utilisés dans la communauté génie électrique, et de pouvoir les intégrer ou faire des surcouches, etc.,
Et du coup, je me demandais par rapport à ton approche, comment tu as réussi est-ce que tu as réussi à valider par rapport à des simulateurs existants, notamment de consommation, par exemple, tu parlais du cas des batteries, comment tu as réussi à valider des modèles et est-ce que tu les as fait par rapport à la littérature ou par rapport à d'autres approches existantes? Alors, l'intégration justement des batteries, à la lecture des articles, beaucoup de modélisations sont proposées, certaines très très précises et donc vous nécessitent des outils de simulation très précis. C'est une des volontés qui était derrière le besoin de remplacement et de spécialisation. Au final, la batterie dans notre abstraction, elle peut se résumer uniquement à la notion de stock, de décharge dans le temps et des notions globalement simples et qui permettraient de facilement venir intégrer un simulateur dédié derrière, qui fournirait uniquement les données pertinentes pour le reste de l'optimisation. Donc, par exemple, si je comprends bien, il n'y a pas de notion de taux de charge, par exemple. Il y a une notion de, si je reprends la partie stockage, les notions retenues pour le stockage sont uniquement une notion de capacité totale, de capacité maximale, minimale, pour représenter la profondeur de décharge, et après des notions de rendement de charge et des rendements de décharge qui peuvent être spécialisés justement en fonction des batteries. Ça, du coup, j'ai bien compris ça. Ce qui me manquait en fait comme paramètre que nous d'habitude on prend en compte, c'est le volume que tu peux, la bande passante si tu veux de ta batterie en entrée et en sortie. Oui. Et justement en fait c'est une des seules abstractions que l'on concerne dans le modèle, la notion de profil d'entrée qui peut être soit une entrée soit une sortie pour justement être capable de prendre en compte donc, tous les caractères liés à la partie onduleur. Pouvoir représenter ses puissances maximales et ses puissances minimales. Et c'est justement dans le troisième cas de validation, c'était un des paramètres qui était difficilement représentable dans un tableur et que par notre approche, on était capable de prendre en compte. En remplaçant justement la notion de stockage comme étant juste une quantité à un instant T et venir lui définir donc, un bloc de consommation et un bloc de production en lui définissant sa taille maximale, correspondant aux puissances associées à la partie onduleur. J'avais une question aussi sur la partie optimisation et notamment sur le slide 72. C'est là où tu décris les trois algorithmes que tu as utilisés, c'est ça? Et je me demandais pourquoi ceux-là, comment tu as fait ce choix? Alors, ces choix en fait, viennent de la littérature. Ils ont été proposés sur des cas spécifiques de pilotage d'appareils uniquement, en particulier pour le premier, qui était uniquement par rapport à la variation du prix de l'électricité sur le marché. Sauf que nous, en quelque sorte, dans une micro-grille, on peut avoir un coût artificiel de l'énergie qui correspond en fait en prenant juste en compte le coût de la grille. C'est ce qui a motivé en fait le choix de ces algorithmes, c'est de prendre. En fait, ils sont issus de la littérature sur des cas très très proches. D'accord. Du coup, par exemple, le premier, c'est un algorithme classique, mais qui n'est pas optimal. Non, qui n'est pas optimal, mais qui avait été utilisé pour des contraintes de performance, je crois, dans le temps. Pour être capable de piloter un site en temps réel, ils avaient besoin d'avoir un algorithme qui était rapidement, pour trouver une solution rapidement. Tout à fait. Et du coup, le dernier, c'est un algorithme qui, lui, n'est pas si efficace que ça en temps. Et du coup, je me demandais si tu avais pris en compte après, puisque tu l'utilises dans tes optimisations, si tu avais pris en compte ce temps de calcul qui peut être assez grand, en fait, suivant l'espace des solutions à explorer. Oui, mais en fait, la contrainte principale de l'optimisation, c'est de regarder les paramètres qui vont changer. L'expression de la variabilité des activités, elle ne change pas, elle est construite. Donc, ce qui vient impacter, c'est les sources de données de prédiction. Et dans notre cas particulier de validation, la prédiction météorologique était mise à jour toutes les 6 heures pour correspondre aux 48 heures futures. Donc, dans ce cas-là, l'utilisation d'un algorithme plus précis mais plus long n'était pas gênante. D'accord. Et du coup, dans cette optimisation-là, il n'y a pas de contrainte de temps réel. Parce que, non, c'est ça. Ce que je veux... tu parles d'optimisation et de pilotage en temps réel. C'est ça, ce que je veux dire, c'est par temps réel, c'était la notion de le système évolue en même temps et l'optimisation se déroule. En fait, on conserve le modèle à l'exécution pendant des semaines et le système évolue en même temps. Donc, on a besoin de mettre à jour le modèle et de recalculer régulièrement l'optimisation pour le lendemain, pour les heures à venir. Donc, la contrainte temps réel est plus temps macroscopique pour l'utilisateur.
D'accord, donc c'est plutôt de l'ordre de l'heure, a priori. C'est ça, on est Alors plutôt sur de l'ordre de l'heure. En tout cas, pour les sources de prédiction, c'est cet ordre-là, ou de l'ordre de la dizaine de minutes, ce qui reste tout à fait acceptable pour le fonctionnement de ces algorithmes. En tout cas, dans la complexité qu'on a eu à représenter, qui était de représenter que les quelques points importants des appareils. Ne considérer que 2-3 appareils à optimiser sur lesquels on voulait agir. D'accord, parce que du coup, en génie électrique, quand on parle de temps réel, on Oui. parle plutôt de l'ordre de la minute ou des effacements assez réactifs, assez rapides. Donc, oui, c'est pas un temps réel système que je voulais dire. Du coup, j'avais une question sur la discrétisation. Donc, tu as bien expliqué que tes modèles étaient basés sur des séries temporelles. Oui. Et que du coup, si tu avais des modèles équationnels, tu les discrétisais. Et je me demandais comment avait été choisi ce pas de temps. Est-ce qu'il avait une influence? Est-ce que tu avais regardé s'il avait une influence sur les optimisations et sur les résultats que tu obtiens? Oui. Alors, je n'ai pas regardé exactement la discrétisation, mais des articles l'ont fait et ont montré que pour l'optimisation au niveau d'une microgrille, il y avait assez peu de différence entre une discrétisation sous la minute, à l'échelle de la minute, voire même à l'échelle des 5 minutes. Au-delà, la perte était plus significative, mais étant donné les variations des appareils généralement considérés en microgrille, on n'avait pas d'intérêt à descendre sous une discrétisation en dessous de la minute. Je n'ai pas la référence exacte en tête, mais elle est dans le manuscrit également. Et du coup, c'est comme ça que tu as fait ce choix de pas de temps. C'est ça. Nous, globalement, dans les cas, il a été validé entre 1 et 5 minutes, dépendant en fait, des sources de données. Le système essaie de calculer la discrétisation des sources de données quand elles sont déjà discrètes et va prendre le pas de temps le plus petit. S'il y a des sources de données en pas 1 minute, s'il y a des sources de données en pas 5 minutes, il prendra 1 minute. Et à l'inverse, si toutes les sources de données sont en pas 5 minutes, il utilisera une notion de pas 5 minutes. Et du coup, tu disais qu'il y avait certaines choses comme la météo, par exemple, que tu prévoyais plutôt sur des pas de temps assez larges, de 6 heures. Et je me demandais, donc ça c'est des prédictions, je me demandais si tu avais regardé un petit peu du côté des approches probabilistes qui pourraient aider là-dessus sur les incertitudes liées aux prédictions, comme on en parlait dans l'éolien. Et aussi, par rapport à ces approches probabilistes, une autre approche d'optimisation qui aurait été possible avec un système comme ça, c'est des systèmes par contrainte, donc de la programmation par contrainte. Et je me demandais si tu avais regardé ça aussi ou pas du tout. Alors, les aspects incertitudes sur les sources de données, c'est une des perspectives à venir, l'intégration de cette incertitude-là. Et après, pour ce qui concerne l'aspect programmation par contrainte, c'était une des approches considérées, mais on avait trouvé, je crois, une limite à la mise en œuvre d'un solver pour l'expression de ces contraintes. Non, en fait, non. En fait, ça pourrait simplement faire partie d'une des implémentations possibles du modèle. Pour le moment, nous avons utilisé ces 3 algorithmes-là, mais rien n'empêche d'utiliser, de prendre en compte ces contraintes et d'utiliser un solver exact pour les résoudre. Donc en fait, non, c'est tout à fait possible. Okay. Ça serait... oui. J'ai une toute dernière question, ce serait sur la généralisation de tes travaux. Donc là, tu construis un jumeau numérique pour une microgrille. Et dans le domaine de l'électricité un petit peu plus généralement, sont en train de se mettre en place des nouveaux marchés de l'énergie avec des agrégateurs notamment. Et je me demandais à quel point tu pourrais en fait agréger ce genre de jumeau numérique pour considérer plusieurs microgrilles qui seraient agrégées dans un même agrégateur pour faire de l'effacement par exemple. Est-ce que ce serait simple ou pas du tout? Alors, là, je pense qu'on arrivera un petit peu aussi aux limites des aspects électriques qui ont été simplifiés à l'échelle de la microgrille. À l'échelle de la microgrille, les pertes en ligne sont négligées parce que les producteurs sont considérés comme locaux. Ça dépendrait du besoin de précision de cet agrégateur. Si l'énergie est juste considérée à la sortie de la microgrille comme étant injectée et les pertes sont négligées, ça serait tout à fait possible de l'utiliser. À l'inverse, déployer cette solution à une grille à une échelle nationale, on atteindrait les limites en fait, de ce qu'on a souhaité effacer, justement, d'effacer la notion de perte en ligne et cette notion de transformation successive de l'énergie qu'il faudrait prendre en compte, en fait, parce que là, elles sont plus du tout négligeables. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, dans la suite, est-ce que... Ouais, Valentin, je suis désolé tout à l'heure, Valentin, j'ai oublié de mentionner, je suis désolé. Voilà, au fait, on aimerait entendre ton point de vue
sur le contexte de la thèse, domaine de l'énergie en général, et le travail de Monsieur Rieu dans tout ça. Ok, très bien. Bon, déjà, je vais préciser une première chose, c'est que moi, je suis pas du domaine de l'informatique, hein, donc j'ai un point de vue qui est peut-être pas forcément, qui est peut-être un petit peu différent sur la chose. Donc, je sais pas à quel point vous connaissez la société dans laquelle s'est déroulée la thèse. Oui, les autres. Vous bien. Ouais, juste Pas moi. pour présenter un peu plus la société, donc OKWin, c'est une société qui a une dizaine d'années, qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de solutions énergie renouvelable en autoconsommation. Donc, c'est-à-dire qu'on dimensionne nos installations à hauteur du talon de consommation de nos clients. Et depuis 6-7 années, on a un produit phare qui est le tracker solaire, que vous avez pu voir sur quelques photos sur le PowerPoint de Alexandre. Donc nous, pourquoi on a voulu lancer cette thèse à la base, c'est parce que justement, on était vraiment en position un petit peu singulière sur ce domaine de l'autoconsommation qui s'est depuis démocratisé, je dirais. Et en effet, le but à terme de la thèse de Alexandre, c'était d'être capable d'aller chez des clients industriels, des clients agricoles qui ont des process je dirais, complexes qu'il faut être en capacité de modéliser de façon à pouvoir bouger ces process et optimiser la consommation d'énergie du client. Donc depuis, on a recruté Alexandre suite à cette thèse. Donc maintenant, il est en CDI avec nous. Il est en position de lead au sein de notre R&D sur toute la partie justement objets connectés pour l'optimisation de la consommation chez nos clients. Et donc, il développe à la fois les interfaces de communication avec ces objets connectés que les algorithmes qui servent à les piloter. Donc aujourd'hui, on cherche à implanter ces algorithmes dans un écosystème, je dirais, fermé et à l'échelle de OKWin, enfin, donc dans un écosystème propriétaire OKWin. Mais à terme, on voudrait élargir tout ça pour être capable de s'intégrer dans n'importe quel écosystème industriel ou agricole. Donc ça veut forcément dire à un moment commencer à développer des outils qui soient abordables pour des gens comme des automaticiens, etc. Donc peut-être migrer du domaine de l'informatique, enfin rendre le domaine de l'informatique accessible à l'automaticien. Je ne sais pas si ça répond à quelques questions. Est-ce que j'ai répondu un petit peu à votre question? Je vous ai montré un petit peu l'environnement dans lequel gravite Alexandre aujourd'hui. Très très bien. On est surtout ravis d'entendre qu'il a été recruté. Donc ça confirme plein de choses. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Vincent. Alors, à Valentin, on passe à Yann. Yoann. Johan, ben, j'ai Yann, moi, sur mon truc. Ok, désolé. Ouais, c'est pas grave. C'est un peu la même chose. J'ai peu de choses à dire, à part qu'on était très contents de bosser avec Alexandre, que c'était facile. Je pense qu'on a rarement l'occasion de dire que c'est facile de bosser avec un thésard. Là, ça a été facile. Il était très autonome et très réactif quand on lui faisait des remarques. Donc, c'était un plaisir. Voilà. Merci. Moi, j'ai pas plus. Je sais pas ce que tu en penses. Très bien. Bon, Olivier, c'est le dernier, vas-y. Bah, c'est ça. Après, je te laisserai les dernières questions. Moi, c'est pareil, je ne vais pas avoir de questions. Bah, d'abord, je voulais remercier Valentin d'être là aujourd'hui et remercier au travers la société OKWin. C'est en effet un partenariat qui était riche. Riche parce que, bon, voilà, en tout cas pour l'équipe diverse que je représente aujourd'hui, assez éloigné, on va dire, de nos partenaires habituels. Dans le sens où on était sur un domaine d'activité, pour être transparent, que nous, qu'on connaît assez mal. Donc, on a appris beaucoup de choses et là-dessus, je voulais féliciter Alexandre, remercier évidemment aussi Johan. C'était l'occasion de travailler ensemble. On se connaissait par l'enseignement, on n'avait jamais travaillé en recherche ensemble, c'était un plaisir aussi. Et voilà, féliciter Alexandre de notre point de vue, parce que je dirais c'était toute la valeur pour moi au travers d'une thèse comme ça, d'une vraie thèse cifre, au sens où il y avait des vrais besoins de mise en œuvre, de confrontation de terrain, des vraies remontées de terrain,
voilà, c'est quand même un doctorant qui, c'est pas tous les doctorants qui s'est voilà, déplacé chez des exploitants agricoles pour aller recueillir des besoins, pour discuter avec eux, pour prendre un café, comprendre, etc. Et de temps en temps, quand il venait au labo, voilà, il voyait d'autres choses. Donc, ça mène une thèse qui est riche. On va être transparent, c'est pas les thèses les plus faciles à valoriser d'un point de vue académique. Mais là aussi, il a eu du mérite, il s'est accroché. Voilà, voilà, il a eu des papiers soumis, mais parce qu'il y a tout un travail d'intégration qui est assez riche, des expérimentations qui sont longues à mener. Donc, bah voilà, moi, je suis très fier de ce qu'a fait Alexandre. C'est du chouette, un chouette travail et une belle aventure. On va regretter de ne plus l'avoir parmi nous, donc on va essayer voilà, de recoincer à des moments, peut-être au Kawin, pour leur dire continuons à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Parce que voilà, je rejoins évidemment Johan, c'était très agréable de travailler avec toi. Évidemment, il y a eu, comme dans toutes les thèses, des stress par moment. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense que ce ne serait pas une vraie thèse s'il n'y en avait pas. Donc voilà, bah, on est content d'arriver là aujourd'hui parce que c'est voilà, une aventure qui était riche. Ouais, j'ai complété, mais je pense que ça va dans le sens. Hein, j'ai pas parlé d'Okawin, mais c'est vrai que on a aussi trouvé facile de bosser avec Okawin. Je pense que tu as eu de la chance de tomber sur une thèse CIFRE dans laquelle l'entreprise connaissait ce qu'était la recherche. Et du coup, tu as laissé quand même une liberté qui était très confortable pour nous. Et je pense qu'il a aussi contribué à faire que ça se passe bien. Voilà. Donc, voilà, on aura plaisir à continuer à bosser aussi, si on peut, avec vous. C'est tout, Monsieur le Président. Très bien, très bien, très bien. Moi, je suis le dernier, du coup. Bon, je tiens vraiment à féliciter Alexandre pour son travail, parce que je suis un peu de l'avis de Johan et d'Olivier. Le domaine n'est pas évident. Euh, il a abordé plein de choses qui sont considérées comme une nouveauté. Et moi, tous les travaux qui essayent justement de toucher à une recherche responsable, allier ça avec de l'informatique pure et les concepts qu'on connaît déjà dans l'ingénierie dirigée par les modèles, bah, j'aime beaucoup parce que voilà, je trouve que c'est une continuité et que tout ce qu'on fait dans l'informatique eh ben, doit servir à faire des applications qui ont un impact sociétal important dans l'avenir. Donc tous les travaux qui sont dans ce domaine-là, moi j'apprécie beaucoup et encore plus ton travail. La présentation était très claire. Et j'étais aussi ravi de savoir que tu as été recruté. Donc, c'est aussi quelque part une validation de ton travail de thèse. Bon, Tellement. Alexandre, Sébastien m'a volé la question sur l'expressivité du langage. Euh, Sébastien numéro 2 m'a volé la question sur, au final, qu'est-ce que c'est que ce jumeau? Parce que ce digital twin, entre guillemets, parce que voilà, on a forcément travaillé sur les systèmes cyberciviques. Moi, j'ai travaillé sur tout ce qui est SOA, les middleware, etc. Donc forcément, on essaye de se poser la question, mais vraiment, qu'est-ce que ça apporte comme nouveauté à ces digital twins? Bon, tu as répondu en partie. La première question, elle n'est pas du tout technique, elle est par rapport à quelques missions que j'ai eues dans le privé, d'accord, avec EDF, avec RTE. Et souvent, je me suis rendu compte, d'accord, dans ce domaine de l'énergie, je me suis rendu compte qu'au finalement, ce n'est pas le software qui les dérangeait le plus, c'était plutôt le hardware. D'accord? Pour te donner une idée, on me disait, ouais, on arrive à acheminer, à récupérer de l'électricité, à en produire, mais on a un problème de stockage à un moment donné. D'où toute la problématique de la prédiction de la consommation, machin. Ouais, mais pour améliorer tout ça, on va faire des compteurs, on va récupérer de chez les particuliers le truc très détaillé. Ok, donc sur la conception, il n'y avait pas eu de problème. Mais au moment de la réalisation, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas une base de données, une data warehouse suffisamment grande pour stocker tout ça. Tu vois? Et c'est marrant, je me dis, ok, on peut être super bon en soft, mais au final, pour l'instant, dans ce domaine-là, le hardware pose pas mal de problèmes. Alors la première question elle est un peu, entre guillemets, philosophique. Est-ce que tu continues, entre guillemets, à confirmer ça, tu vois, que ça reste un obstacle, jumeau ou pas jumeau, d'accord? Le jumeau, bon, ça va t'aider à faire la production, mais ce jumeau va se baser sur des capteurs. Si on essaie d'imaginer une solution à plus grande
échelle, à l'échelle nationale, et des trucs beaucoup plus complexes. Est-ce que tu penses que voilà, le hardware va encore être un frein, même dans ta solution? Euh, oui, vaste question. En fait, ça représente aussi une partie des problématiques que l'on se pose à OKWin. Déjà, pour répondre un peu partiellement à la question, c'est beaucoup de sociétés proposent des approches très très précises, justement côté capteur de tous les postes de consommation. Et ça, en fait, pour faire de l'optimisation, c'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'il faut un peu réfléchir aussi. Au final, qu'est-ce qu'on essaye de piloter, qu'est-ce qu'on essaye d'optimiser. Et on n'a pas besoin d'avoir une vision si précise que ça dans certains cas d'optimisation. Uniquement connaître la production et la consommation au global peut être suffisant. Mais par contre, c'est vrai que pour la partie action, on a besoin d'instrumenter. Et pour avoir plus de retours du terrain, de confirmation, de changement des habitudes, on a besoin d'instrumenter. Donc en fait, je fais un peu une réponse entre les deux. Je pense dans certains cas d'optimisation, le nombre de capteurs sont très limités, voire pour une solution tierce, quasi aucun, puisqu'ils sont déjà intégrés à la partie compteur du client. Mais pour des cas plus précis d'optimisation, la phase d'instrumentation, la phase hardware est quand même nécessaire. Mais heureusement, des solutions existent pour simplifier cette démarche-là, que ce soit d'un point de vue hardware, du matériel plus facilement et moins intrusif, et également des démarches plus orientées data, d'apprentissage de consommation d'un point de vue global qui permettent de ne pas avoir à instrumenter. Des approches de désagrégation de consommation, par exemple. Ok, très bien. J'ai une deuxième question qui est toujours par rapport à des cas concrets que j'ai vus dans l'industrie. Ce cas-là, c'était il y a quelques années avec le ministère du Commerce. En gros, ils voulaient faire des logiciels pour justement les éleveurs. C'était des logiciels, enfin, c'était des machines, tu vois, qui branchaient sur les vaches pour le lait, analyser le lait, la qualité du lait, le ranker, machin, détecter le meilleur, plein de trucs. Et au fait, c'est là où j'ai découvert justement le monde des agriculteurs, le prix fou qu'ils payent pour ce genre de matos et pour ce genre de software. Et à chaque nouvelle loi européenne, eh ben, il fallait qu'ils repayent les updates des softwares et tout. C'était un truc impressionnant. Mais le problème qui revenait souvent et qui a été remonté justement par ces SS2I, c'est la non-ouverture de ces solutions. C'est-à-dire les hardware, les machins qui rentrent dans ces chaînes-là étaient très propriétaires. Par exemple, pour le truc de lait, là, pour analyser le lait, il n'y avait que 2 constructeurs européens, quoi. Et extraire les données dans un format standard, les échanger, machin, était vraiment vu comme un obstacle. Tu vois, et c'est ce qui permettait justement à plein de boîtes de se faire de l'argent. La question est, est-ce que justement ton système qui va se baser sur différents hardware, différents capteurs, est-ce qu'au bout d'un moment, tu ne seras pas un peu bloqué par cette, entre guillemets, non-ouverture des fournisseurs de ces objets connectés, de ces hardware? Oui, clairement, c'est une problématique qu'on a également rencontrée. La présence d'énormément d'écosystèmes bouclés de bout en bout, où chaque appareil communique avec un écosystème propriétaire. En fait, là, ça revient un peu aussi à des choix de stratégie de secteur d'implantation. C'est que si ce genre de solution sera plus facilement applicable à des secteurs plus ouverts, ces secteurs-là vont en bénéficier et ça va inciter le secteur global à devoir s'adapter, à devoir soit s'ouvrir au moins un minimum pour permettre la communication de ce qui est nécessaire à l'optimisation, ou l'autre solution qui revient au problème du hardware, c'est que s'il ne rendent pas les données exploitables, ce sera l'ajout d'encore plus de hardware pour faire une double mesure parce que le premier capteur n'est pas ouvert. Et là, en fait, on revient aussi au problème que vous aviez identifié avant, qui était la multiplication du hardware. Que le fait que les hardware ne communiquent pas et que les entreprises, les gérants ne communiquent pas entre elles, ça va entraîner une surmultiplication de ces capteurs-là. Et d'avoir des écosystèmes peut-être séparés également, et ce qui pose problème. Ok. Je t'embête avec une dernière question. Tu vois,
quand tu expliquais un peu l'archi de ton jumeau, les fonctions que tu offres, etc. Bon, malheureusement, j'ai pas pu m'empêcher de comparer ça à des ESB, quoi, à des bus dans des archis SOA. On a des modules qu'on monitor, on a des process qui s'exécutent suite à des événements qui se déclenchent. En termes d'archi, ce qu'on pouvait reprocher justement à ces bus, c'est que ça pouvait représenter un single point of failure, en gros. D'accord? Donc, dans le cas où ta solution, elle serait mise en pratique dans une échelle beaucoup plus large, est-ce que, voilà, est-ce que ton archi prend en compte de la duplication d'infos, de la réplication, de la reprise après panne, des trucs comme ça? Euh, alors, dans l'implémentation actuelle et dans la vision actuelle, non. Mais une des perspectives est en fait de généraliser, dans cette approche de généralisation, et en fait de faire bénéficier les simulations et les optimisations entre les microgrilles. Et dans cette approche-là de partage d'informations entre simulations, on pourrait plus facilement mettre en place des mesures préventives et de recovery sur le système. Ah, ok. Après, c'est une proposition, mais la concrétisation pose des problèmes de propriété des données et d'autres problèmes se posent. C'est une piste, mais c'est en rien un choix stratégique, ou c'est en rien quelque chose de réel. C'est juste une idée qui serait à creuser. Il y a le problème de la propriété des données qui sont lues chez le client, à savoir à qui elles appartiennent et comment elles peuvent être traitées et comment elles peuvent être partagées pour enrichir une simulation d'un autre site. Okay. D'autres problématiques, et c'est plus l'aspect légal qui viendra aussi éclairer et diriger un peu ces choix stratégiques. Très bien. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on t'a torturé suffisamment longtemps. On va essayer de se réunir pour délibérer. Alors, je ne sais pas comment on fait ça, Olivier, sur tes travaux. Et bon, sans surprise, on a tous largement apprécié ta présentation claire et pédagogique, d'accord? Et surtout le travail qui a été fait pour motiver l'importance de la problématique de recherche. Même si on est tous conscients que c'est un élément très important, tu as su quand même motiver et donner des éléments pour présenter la problématique. Problématique qui va avoir bien sûr un impact sociétal et sur nos industries. Et c'est une des raisons qui fait que cette contribution est extrêmement importante. Alors, ta contribution est justement basée sur l'ingénierie dirigée par les modèles, avec de la simulation, d'accord, et qui a conduit à proposer un jumeau numérique reposant sur un DSL répondant aux problématiques de dimensionnement et d'optimisation de la consommation énergétique. Tes travaux ont été réalisés dans un partenariat industriel, donc ça pour nous c'était très important, parce que selon ton discours et la façon dont tu as présenté, on a pu vraiment clairement noter que tu as acquis une connaissance dans ce domaine-là, en plus bien sûr des connaissances informatiques qui t'ont aidé à réaliser ce travail de thèse. Le jury a aussi noté que tu t'es pas juste limité à une implémentation, il y avait vraiment une problématique de recherche derrière que tu as outillée et que tu as validée de façon empirique. Et on a aussi apprécié beaucoup ta réponse aux questions et le fait que sur certaines, tu as pu rebondir justement sur l'ouverture de perspectives de recherche qui vont, on l'espère tous, être repris par le partenaire industriel dans d'autres travaux peut-être qui vous lieront à l'ERISA. On a aussi apprécié le fait que ton travail était adopté, d'accord, donc par ton employeur maintenant. Et je pense que pour toutes ces raisons, on est très ravis de te délivrer le diplôme de docteur de l'Université Rannin. Bravo. Merci beaucoup, merci à tous. En direct sur YouTube, tu vas faire une déclaration. En direct sur YouTube. Je tiens vraiment à remercier tout le monde, à vous qui êtes là, du coup, qui est cité vraiment à la fin de la concrétisation de cette thèse. Mais je tiens vraiment à remercier l'entreprise OKWin qui a su m'accueillir, tous les employés qui ont
une super ambiance. Merci à toi, Alexandre, hein, tu nous as beaucoup apporté pendant ta thèse. Ce qu'on n'a pas dit, hein, c'est que bon, il y a eu toute la thèse, mais on était dans une situation qui n'était pas facile hein, en tant que société à un moment. On est passé par un redressement financier, etc. Et Alexandre, à côté de sa thèse, il a été présent sur les parties informatiques aussi pour nous aider parfois. Bon, voilà, il est là, c'est un acteur un peu historique de la société maintenant. Donc, à la fois par sa thèse et par les à côté, il nous a beaucoup aidé. Et je pense que c'est une juste récompense qu'il soit là aujourd'hui, qu'il a réussi sa thèse. Et félicitations à lui. Merci. C'est vrai que le contexte n'est pas forcément toujours évident, mais ouais, c'est vrai que c'était comme une super ambiance côté OK Win, mais également côté laboratoire où j'étais accueilli dans les équipes diverses et IS, où aussi, je tiens à remercier, je ne vais pas nommer tout le monde, mais je tiens à remercier que ce soit les permanents ou les doctorants aussi que j'ai pu du coup, voir évoluer avec les années. Mais également, oui, enfin, en dehors de la thèse, même aussi le soutien que j'avais des proches, les anciens de l'école, les anciens de Désir, ou même le lien aussi que je peux garder avec les enseignants de Désir, c'est aussi super. Merci en tout cas à tous. Je suis vraiment très content aussi d'avoir eu l'occasion de réaliser cette thèse. Très bien. Bravo encore. Dommage qu'on puisse pas trinquer avec toi là, mais bon, c'est ça, prochaine on fois. Un coup, à un moment, on doit un coup à pas mal de monde, un resto à pas mal de monde. Donc, Ah oui, c'est vrai, les restos. Ah oui, c'est vrai. On fera séquentiel d'offrir les restos dus et voilà, on s'excuse de cet accueil un peu particulier. Je note les restos. C'est ça, c'est promis, Reda. Okay. Sébastien Mosser et Sébastien aussi, on leur en doit pour tout le travail fait. Enfin, un grand bravo, en tout cas. Merci. Très bien. On ne pouvait pas se serrer la main. Merci à tous. Pour l'aspect administratif, Reda, si ça te va, je prépare tout. Je récupère les signatures de tout le monde et tu n'auras plus qu'à poser les tiennes. Et soit me retransmettre, soit retransmettre à l'école doctorale. Comme tu veux. Le texte, tu l'as déjà, donc c'est bon? Oui, le texte, j'ai. Donc, je prépare un peu toute la partie pas très intéressante, qui est la partie administrative. Je récupère les signatures en préparant les documents de tout le monde. Et puis, je te fournis un package complet. Tu n'auras plus qu'à signer là-dessus. Tu vois, au final, c'est toi le vrai président, quoi. Ben non. Parce que je fais l'administratif. Ok. En tout cas, encore un très grand merci à tous. Et j'espère qu'on se verra assez rapidement dans des meilleures conditions. C'est toujours plus agréable de se voir en Je l'espère aussi, vraiment vivement. Et si tu as vraiment besoin d'enveloppe, Sébastien Mosser, tu nous dis, on t'en envoie. On peut t'envoyer un tuto pour faire une enveloppe avec du papier. Bon, au revoir à tout le monde et merci. Ok les gars, allez, ciao. Bon courage, à bientôt. Merci.